Cher écrivain, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue à la 8e réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Je suis comme d'habitude avec Léa, Hello! Marie, Salut! Laetitia Coucou! et Laure. Salut! Alors salut les filles, aujourd'hui on va parler d'une question qui se pose systématiquement à tous les écrivains quand ils entament un roman. Est-ce qu'il faut faire un plan ou un scénario avant de passer à l'écriture proprement dite? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à un niveau de détail extrême? Est-ce qu'on doit forcément faire ce plan avant d'écrire? Est-ce qu'on peut choisir d'écrire totalement sans plan et qu'est-ce que ça change? Et ben, on va discuter de tout ça. Et au fur et à mesure de l'épisode, on va répondre aux questions des auditeurs qui m'ont posées sur Instagram. Donc, continuez d'écouter, on va répondre à vos questions. Mais avant ça, comme d'habitude, on va parler de ce qu'on écrit en ce moment, ou de ce qu'on galère à écrire en ce moment. C'est le NaNoWriMo encore pour nous à l'heure où on enregistre. On est encore en novembre, donc je rappelle le NaNoWriMo, mois d'écriture avec un challenge d'écrire tous les jours un certain nombre de mots. Alors, qui y participait? Il y avait Marie avec moi, je crois. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Non, on est les deux seuls. Marie, comment ça marche pour toi le nano? Ça marche lentement et plutôt sûrement. Je me suis pas mis l'objectif des 50 000 mots parce que j'ai pas ce rythme-là, mais j'essaye d'écrire un peu tous les jours. Alors j'ai fait quelques impasses sur quelques jours, mais je continue. Cool. Moi aussi, il y a un seul jour où j'ai pris un joker, où je pouvais vraiment pas, mais sinon je continue à avancer tous les jours et je sens que je rentre petit à petit bien dans le truc, donc c'est chouette. Et sinon, vous me disiez il y a quelques jours que plusieurs d'entre vous galéraient pédaler dans le tagine, comme a dit Léa, avec vos romans, vos projets actuels. Léa, tu nous expliques pourquoi tu galères? Ouais, bah, j'ai fini ma partie 1 la dernière fois, donc trop heureuse, la fleur au fusil. Je suis partie en mode: «Ouais, je vais écrire le plan de ma partie 2» et genre à la fin du mois de décembre, en gros, je me suis donné comme deadline, donc c'est large, hein, jusqu'à la fin de cette année. Je vais pouvoir comme ça, dès le début de l'an prochain, commencer à écrire cette partie 2 et tout, et il y a rien qui sort. C'est horrible. C'est horrible à tel point que, le dernier week-end de 3 jours qu'on a eu là, le week-end du 11 novembre, je me suis mise à fond sur mon plan et en fait pendant 3 jours, j'ai procrastiné à bosser sur le système de magie de mon univers. Alors c'était super fun, j'ai fait des beaux schémas comme ça par exemple, hein. Waouh! Fais voir, attends, vas-y, fais voir, on a le droit de voir? Ouais, si vous voulez. C'est une Waouh! main en fait et sur chaque phalange, il y a un symbole de tatoué, ça a du sens, dans l'histoire. C'est Voilà trop parce que, stylé. En ouais. vrai, c'est ça, c'est méga stylé quand même. Enfin, c'est J'ai fait un exposé à l'heure autour d'un barbecue coréen et tout, elle a eu droit à la totale. Non, mais c'était hyper intéressant de faire ça, de bosser, un peu tout le background de mon univers, le système de magie. Donc, c'est un système de magie qui est basé sur des runes, donc des choses qu'on dessine ou on trace sur des objets et qui leur permettent de produire de la magie. Et du coup, voilà, j'ai bien réfléchi et en vrai, c'est intéressant et c'est utile, ça sera utile à mon histoire parce que même si c'est pas chaque détail et sera évidemment pas dans l'histoire, moi, j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne pour écrire un truc cohérent. Donc c'était quelque chose qui était plaisant et nécessaire de faire. Mais là, maintenant, il faut que je mette les mains dans le cambouis pour vraiment, voilà, proposer des trajectoires intéressantes à mes personnages, des interactions intéressantes entre eux, poser des enjeux pour cette partie 2 et c'est laborieux, quoi. C'est laborieux de ouf pour moi et je sais pas, peut-être que je fais pas les bonnes choses en ce moment. Peut-être que, comme Christelle le dit souvent, je devrais aller lire des choses pour me nourrir de d'autres auteurs, pour voir comment eux, ils font, pour essayer d'étudier un peu. Peut-être que je devrais, je sais pas, regarder des films, faire des trucs, mais là, j'ai du mal, ça a du mal à sortir. J'ai du mal à cracher quelque chose, de convaincant et même quelque chose tout court. Donc, j'attends un peu de voir comment ça va évoluer. Mais la fin de la deadline est encore loin, donc, je peux procrastiner encore un peu. Bon, on reparlera des problèmes de plan tout à l'heure, évidemment, mais est-ce que tu as fin du roman? Vraiment l'issue, là où tu veux aller? Ouais, bah, c'est hyper intéressant que tu me poses cette question. On pourra en reparler tout à l'heure, mais moi, je peux pas me lancer dans un projet, sans en avoir la fin. Donc oui, j'ai déjà les dernières lignes d'écrites, le dernier chapitre d'écrit. Voilà. Mais tu sais juste pas comment y arriver au milieu du roman, c'est ça?
qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination pour moi. C'est le ventre mou à remplir. Exactement. Mais du coup, si pour toi c'est un ventre mou et que juste il faut qu'il se passe des trucs, en gros, c'est ça, pour que le roman soit assez long et pour pas arriver trop vite à la fin? Ou... Parce que sinon, est-ce que t'écrirais pas direct ta partie 3, si c'est celle que t'as plus en tête, ou tu sais, et qu'après tu fais le lien entre les deux? Bah, ça serait bien si j'en étais capable de faire ça, mais comment dire? Je pense que j'aurais du mal à en fait, ce que je fais là, en ce moment, quand je me pose devant mon écran pour écrire, c'est justement pas bosser sur ce plan que je devrais être en train de faire, mais écrire des scènes au hasard qui me font envie d'écrire et j'espère que faire ça, ça va me débloquer. Laetitia? Mais parce que Léa, de ce que je sais de ta première partie, ton personnage, il a encore tellement de choses à apprendre avant qu'on arrive à la fin. Du coup, est-ce que tu peux pas travailler là-dessus plutôt, sur qu'est-ce qu'il faut encore qu'elle apprenne avant d'en arriver à cette fameuse partie 3? Tu vas trouver plein de choses, hein? Oui, bah, justement, c'est pour ça que j'ai vachement bossé mon système de magie parce qu'en fait, on sait que dans cet univers, il y a des trucs qui sont magiques. Le principe de base de l'histoire, c'est que ça a été perdu. En gros, les humains ont désappris à utiliser la magie et dans la partie 2, mon héroïne va apprendre à l'utiliser elle pour faire des trucs et c'est hyper important dans l'histoire. Donc du coup, pour que moi-même j'ai des idées, enfin que je scénarise de manière dramatique et intéressante comment elle va apprendre tout ça, il fallait que moi-même je sache exactement comment ça fonctionne, quoi. Du coup, c'est pour ça que je bossais là-dessus. Mais maintenant, oui, comme tu dis, Laetitia, il faut que je trouve des choses intéressantes à raconter autour de cet apprentissage et autour de cette découverte de l'univers. Bah, Et du ça, coup, c'est ça va, dur tu pour moi. pas procrastiner en faisant ton système de magie, alors tout va bien. Je pense que c'est parfois un peu la frustration qu'on a quand on se met un certain objectif et que finalement on dévie un peu de cet objectif. C'est difficile de se dire qu'on a quand même avancé, même si on a avancé en parallèle, si t'as pas atteint Ouais. exactement ou abattu des trucs de ta to-do un peu. C'est pas évident de se dire que t'as avancé. Et toi, Marie, tu disais que tu galérais aussi? Alors non, pour une fois, je suis celle qui Ah! galère pas trop en ce moment, mais je crois que c'est parce que je suis un peu partie en roue libre dans mon truc et vous savez ce moment où tu es bien dans ton truc et après tu relis et tu trouves que vraiment, ça va pas trop? Je pense que j'arrive à peu près à ce stade-là, mais bon, je m'amuse bien et puis je vois que ça avance donc voilà, rendez-vous au prochain épisode pour que je vous dise que j'ai relu mon début et que je veux tout refaire, mais En tout cas, les tout petits extraits que tu as postés en story sur Instagram, je me suis bien marrée. ouais, je me Donc marre j'ai hâte bien de aussi, voir ça. donc on verra Et ce que toi, ça donne dans mon texte. Laetitia? Oui, non, moi je galère aussi complètement. On est la team galerie, hein. Enfin, du coup, surtout apparemment Léa et moi, mais oui, mais moi je galère carrément à savoir qu'est-ce que je veux écrire. Enfin, c'est en gros avec la sortie de mon deuxième roman, j'ai rencontré pas mal, enfin j'ai rencontré des gens, donc autant des lecteurs que des libraires, que j'ai été amenée à revoir mon éditeur, et ils m'ont fait me poser plein de questions. Euh, En gros, ils m'ont tous dit un peu: «Ah, mais il est tellement bien cet univers du Serment des Traqueurs, faudrait absolument que t'en fasses, Léa», je vois la tête de Léa. «Il faudrait que tu fasses une suite ou un spin-off ou un préquel ou je sais pas quoi». Et j'étais là: «Oui, c'est vrai, après tout, pourquoi pas?» Enfin bon, voilà. Et en fait, bon, en discutant finalement avec Marie, c'est pas vraiment ça que j'avais envie d'écrire. Moi, j'étais partie sur complètement autre chose. Hem, donc vous voyez, j'en suis carrément au stade: «Ah mais qu'est-ce que je vais écrire, qu'est-ce que je vais écrire après, quoi?» Voilà. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est ce doute-là, qui te bloque sur notre projet? Je sais pas, peut-être. Mais en fait, ouais, peut-être, je sais pas. Sur l'autre projet, c'est que j'ai un peu 2 idées, enfin, ça peut partir dans 2 directions différentes. Enfin voilà, c'est en fait, c'est toujours la Mmh. même chose. Moi, je dois toujours me mettre d'accord avec moi-même. J'ai vraiment un gros problème avec ça, à juste savoir qu'est-ce que je veux écrire, en fait, quel genre d'histoire je veux raconter. J'ai toujours plein d'idées, en fait. Finalement, là, je croyais pendant longtemps avoir pas assez d'idées, mais en fait, je crois que c'est l'inverse. J'en ai quand même finalement beaucoup et je sais jamais laquelle de choisir. Laure, tu voulais réagir? Ouais, en fait, sur cette idée de continuer l'univers aussi, enfin, t'es pas obligé de le faire tout de suite non plus. Enfin, tu peux aussi te laisser le temps. Enfin, si là, t'étais motivé par un autre projet, rien ne t'empêche d'écrire ce projet, de garder l'univers du Serment des Traqueurs en toi et de le ressortir plus tard aussi. Ouais, Tu mais je vois, me dis enfin, que pour t'es les pas obligé. lecteurs, ouais, mais pour les lecteurs, déjà qu'écrire, enfin, tu vois, le temps que je l'écrive. Là, si je l'écrivais maintenant, il sortirait déjà dans 1 an et demi, voire 2 ans.
t'imagines que si j'écris un entre-temps, qu'il va lui-même me prendre 1 an, le temps qu'il sorte. Enfin, tu vois, je vais publier en 2030, la suite, c'est bizarre. Oui, mais si t'écris, t'es pas obligé. Enfin, après, ça dépend ce que tu veux écrire. Évidemment, si t'écris une suite directe, oui, peut-être. Mais si t'écris quelque chose qui est dans le même univers, c'est pas. Tu t'adresseras peut-être à d'autres lecteurs, en fait, finalement. Oui, moi je voulais dire aussi que faut pas trop se fier à la temporalité des lecteurs parce que eux ils te font leur retour à chaud. Il faut aussi penser à toi, est-ce que tu as vraiment envie de l'écrire? Et est-ce que tu as plutôt envie d'écrire pour faire plaisir au lecteur? Mais pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui va t'aider à tenir sur la distance sur un projet entier. Et puis comme dit Laure, tu peux tout à fait y revenir plus tard en fait. Si c'est un univers indépendant, enfin c'est une histoire indépendante dans l'univers, bah, tu pas besoin de te mettre la pression, surtout que la sortie, elle est toute fraîche, du Serment des Traqueurs, donc laisse-toi peut-être un peu le temps, tout simplement. Non, c'est sûr, non plus. Enfin, c'est exactement ce que vous disiez. En fait, j'ai ce truc, mais enfin, c'est ce qu'on a discuté avec Marie en off ce matin, mais un peu ce truc de vouloir faire plaisir aux gens, vous voyez ou pas? Et du coup, même sur le prochain projet, justement, mais un peu mes 2 fins que j'ai, c'est en gros celles que j'ai envie d'écrire et celles que je me dis: «Non, mais ça, les lecteurs, ils préféreront», vous voyez ou pas? Oui, Voilà. Et ça, j'avais jamais trop eu avant, en fait. C'est la première fois que ça me fait ça. grande question. Bon, un autre épisode. Non, mais Grave, je trouve que c'est hyper intéressant. c'est hyper intéressant, ouais, ce sujet de est-ce qu'on écrit, enfin, est-ce que tu écris pour le lecteur ou est-ce que tu écris pour toi? Et moi, je viens de lire un truc, enfin, tu as dit: «Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire?» et ça me fait penser, on a eu cette conversation tout à l'heure avec, avec Léa. Moi, je viens de terminer un bouquin qui m'a totalement sortie de ma zone de confort, mais genre vraiment, vraiment, qui était l'Infini Comédie, qui est écrit de façon pas du tout linéaire, qui est compliqué, qui a une multitude de personnages qui partent dans tous les sens. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'anatomie du scénario, vraiment. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un roman, toutes les choses à la fin ne sont pas résolues. Il y a une partie des trucs où tu dois faire les pointillés tout seul par rapport à quelques indices que tu as au fur et à mesure du bouquin, mais potentiellement tu passes à côté de trucs et je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et je suis en mode voilà. Ouais, je pense que les romans qui restent vraiment, c'est ceux qui choisissent pas de faire plaisir au lecteur, qui choisissent peut-être plus de le déranger, de le bousculer, mais c'est pas forcément ceux qui vont le mieux marcher, au moment de leur parution, en fait, commercialement, tout simplement. Mmh, mmh, mmh. Après, c'est pas si binaire que ça, hein. Il y a des romans qui sont trop hors des codes et qui plairont jamais à personne. D'autres, au contraire, qui sont pile poil dans les codes et qui seront à la fois des succès commerciaux et qui resteront dans le temps, mais je sais pas, d'intuition comme ça, j'ai l'impression quand même que les grands classiques, ceux qui restent vraiment sur des décennies et des siècles, c'est ceux qui refusent justement de faire plaisir au lecteur. Non, je sais pas ce que vous en pensez? Ouais, moi je Bah, pense que tu as raison, Christelle. ouais. Moi, Hashtag je Alain m'interroge un Damasio. peu sur ce qui plaît au lecteur. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui plaît au lecteur? Moi, je sais pas du tout si. Je pense que ça dépend. Quand tu écris dans un genre, en tout cas, avec Mmh. des codes bien déterminés, ou dont tu connais un peu les communautés, qui s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vois un peu, j'imagine que c'est de ça dont tu parles, peut-être Laetitia, tu vois un peu le genre d'histoire et le genre de fin qui Mmh. ressortent souvent et qui plaisent, en fait. Il y a des Oui, mais est-ce tendances, que tu vois. c'est ouais, mais est-ce que c'est Les pas gens justement des codes et des ressorts narratifs qu'on a déjà tellement vus qu'au final, ça va pas du tout se démarquer parce que justement ça veut trop plaire à un certain lectorat? C'est un peu le risque aussi. après, il y a beaucoup de succès qui se démarquent pas du tout des autres, pour autant. Il faut trouver, je pense, le juste équilibre entre se démarquer et frustrer au point que les gens referment le livre en se disant mais c'est quoi cette merde? Enfin, tu vois, il y a ce... C'est ça. Mmh. Léa? Ouais, puis on parle beaucoup de plaire ou de ne pas plaire aux lecteurs là et enfin moi je vais parler pour mon clocher, mais avant ça, il y a plaire ou pas plaire aux éditeurs en fait. Un éditeur qui voit une fin de roman, qui est un peu what the fuck ou à la mort moelle il va dire: «Bah non, ça en fait tu me le changes». Enfin clairement, ou alors ça non, «Je suis désolé, c'est pas publiable, les lecteurs ils vont pas aimer» et avant même de plaire aux lecteurs, il y a cette étape-là de son éditeur qui va décider si oui ou non ce truc il est assez barré ou Et pas. Enfin, trop barré pour, rentrer dans sa ligne éditoriale ou non. Désolée, je me suis très mal exprimée, mais je pense que vous avez compris. Laure? et clairement, l'auteur, de l'Infini Comédie, David Foster Wallace, il n'en était pas à son coup d'essai, donc il avait déjà Mmh. une Ouais. ouais, une relation avec un éditeur, je pense, qui lui a permis d'écrire ce pavé qui fait 1500 pages en poche, Ah ouais. avec, 300 pages de notes. Bon, j'abuse à peine, non mais vraiment, mais enfin, c'est incroyable. Bref. Ouais,
Ouais, puis c'est maîtrisé, j'imagine. C'est-à-dire que c'est peut-être complètement hors des codes, mais il les a peut-être d'abord maîtrisés avant de les casser. Parce que moi, ce que je vois assez souvent chez des jeunes auteurs qui ne parviennent pas à être publiés, enfin, parfois, c'est mais moi, les éditeurs ne comprennent pas mon univers, en gros, je suis trop hors des codes, et du coup, ça fonctionne pas. Et c'est possible en soi, c'est possible qu'il y ait par-ci par-là des Je suis génies un incompris, génie. mais je pense que souvent, c'est juste que c'est pas du tout maîtrisé. Et la preuve, c'est que ça a sa place, puisque tu viens de dire un livre édité qui sort complètement de toutes les cases et qui éclate les codes. Mais en général, ça peut pas être juste ton coup d'essai, quoi. C'est clair. Je voulais aussi faire un petit point sur nos publications à toutes et dire à nos auditeurs que vous pouvez nous lire si vous voulez, et notamment Noël approche. Et donc, si vous ne savez pas quoi offrir, pensez à offrir les livres tout simplement des membres du podcast. Alors, je vous fais une petite liste des livres des membres du club. Alors, pour vos neveux et nièces, on va dire de 10-12 ans, vos enfants, vous avez Lou et le pouvoir de la lune. Donc ça, c'est le roman de Laetitia chez Michel Lafon Jeunesse. Et c'est l'histoire de la fugue d'une jeune fille qui veut échapper à la colère de ses parents et à son destin. Et ça se passe dans un univers inspiré des régions viticoles bordelaises. Ça va le pitch, Laetitia? C'est parfait. Pour les collégiens, vous avez aussi Kaléidoscope de Marie aux éditions Castelmore. Alors, Lou et le pouvoir de la lune et Kaléidoscope, c'est 2 tomes uniques. Donc, vous vous embarquez pas pour des séries monstrueuses. Et Kaléidoscope, c'est l'histoire d'une collégienne à qui on offre un kaléidoscope qui va ouvrir la porte du monde merveilleux. Après, si vous avez des grands ados, jeunes adultes, on va dire 15, 16, 17 ans, vous avez Le serment des traqueurs de Laetitia. On en a parlé dans l'épisode précédent, c'est chez Lamartinière Jeunesse. Là, c'est de la fantasy young adult. Ne te hasarde pas à le pitcher. Je vais pas me hasarder à le pitcher. Dans un monde où la magie prend sa source au cœur du vivant. Ça, j'ai retenu. Ça, c'est le début de la 4e. Et vous avez aussi la trilogie Les Rumeurs d'Issar de Marie. Et là, c'est une trilogie pour le coup. Donc, c'est de la fantaisie qui est un peu inspirée des Mille et une nuits d'Aladin avec tapis volant au programme. Et côté adulte, vous avez mon roman, donc Dernier jour d'un monde oublié. Il est en poche chez Folio SF. Là, c'est de la fantaisie à la Game of Thrones, on va dire, mais sans le sexe inutile et qui a une fin, puisque c'est un tome unique, donc de 350 pages. Ça se lit super vite. Il y a aussi une nouvelle que j'ai publiée dans un recueil l'an dernier qui va paraître toute seule, à part, au format numérique, chez ActuSF, dans une collection qui s'appelle Le Club de la Nouvelle. Et là, elle va paraître en décembre, là, à 1,99 €. Donc, si vous ne savez pas quoi faire pendant votre trajet pour aller rejoindre la famille pour les vacances de Noël, faites-vous plaisir, c'est de la SF pour le coup, vraiment. Et si vous avez des gens autour de vous qui sont fans de japonais et qui veulent apprendre le japonais, Laure a publié une méthode pour apprendre le japonais en 5 minutes par jour, c'est ça? Ah, je crois que c'est même marqué 2 minutes, pardon, En sur la 2 couverture. minutes par jour. Mais soyons clairs, 2 c'était peut-être un petit peu court. La promesse marketing est peut-être un tout petit peu trop forte. Allez, 3,50, on va dire. Ouais, allez, c'est Longue bon. moyenne. Et donc, c'est le japonais en 2 minutes par jour chez Les Le Duc. éditions Le Duc. C'est ça. Donc voilà, plein d'idées de cadeaux. Faites-vous plaisir. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description de la vidéo YouTube. On passe maintenant à la petite rubrique qui n'a toujours pas de titre. D'ailleurs, si vous avez un titre pour cette rubrique, je l'appelle toujours différemment. Le conseil du jour, le conseil qui donne envie d'écrire, la recommandation pour écrire, je ne sais pas. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des 22 règles de storytelling de Pixar. Est-ce que les filles, vous voyez, je vois des grands hochements de tête de la part de Léa et Marie. Pareil, je vous mets le lien en description de la vidéo YouTube. Et c'est tout simplement, comme son nom l'indique, les 22 grandes règles qu'utilisent les scénaristes de Pixar pour écrire leurs scénarios, les grands piliers de toutes leurs histoires, qui sont à la fois complexes, intéressantes pour toute la famille, émouvantes et tout, et pourtant qui semblent toujours d'une simplicité enfantine. On se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Donc si vous admirez Pixar, allez voir leurs 22 règles. Je peux vous citer les 3 premières pour vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Règle numéro 1, on admire davantage un personnage pour ses tentatives que pour ses réussites. Et ce que j'aime bien, c'est que derrière, il y a toute l'idée il faut construire les faiblesses de son personnage.
Règle numéro 2, il faut garder en tête ce qui va intéresser le spectateur et non ce qui est amusant à écrire. C'est parfois deux choses très différentes. C'est dont on parlait tout à l'heure. Rappelons-nous que là, c'est pour écrire des histoires pour le cinéma, pour qu'elles soient vendues, etc. C'est vraiment pour un certain type d'histoire très hollywoodienne. Règle numéro 3, choisir un thème est important, mais vous ne verrez sans doute pas ce dont parle l'histoire avant de l'avoir fini. Maintenant, réécrivez. Je suis 1000% d'accord avec cette règle. Je l'ai expérimenté, de me rendre compte à la fin d'un roman, ah, mais en fait, c'était de ça que je voulais parler. Et de devoir réécrire en retissant le thème. Donc voilà, je vous invite à aller voir les 22 règles de storytelling de Pixar. Et maintenant, notre thème du jour. Faut-il faire un plan de son roman avant d'écrire? Dans le jargon, on parle souvent d'architectes et de jardiniers. Les architectes, ce seraient ceux qui construisent tout, qui planifient avant d'écrire, de passer à l'action, qui dessinent vraiment tous les étages, les structures avant d'écrire. Et les jardiniers seraient ceux qui écrivent plus en défrichant petit à petit. Donc c'est une division qui est assez artificielle entre architectes et jardiniers, puisque je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que c'est plutôt un spectre. On va se trouver quelque part sur ce spectre plutôt que deux teams vraiment opposés. Et que ça prend du temps et de l'expérience et des tests désastreux pour comprendre pour soi quel est le bon dosage entre architecte et jardinier. Et quelle est la formule voilà, entre planification et découverte qui va le plus stimuler votre propre créativité, qui va permettre de garder du plaisir d'écrire, de ne pas se sentir enfermé, de ne pas non plus se sentir largué. Et donc, on va parler de tout ça et des différentes manières de faire qui existent, en espérant que vous qui nous écoutez, vous allez vous reconnaître dans l'une ou l'autre de nos manières de faire et que ça va vous aider. Mais la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous vous considérez plutôt comme architecte, comme jardinière, quelque part entre les deux, et pourquoi est-ce que vous écrivez de cette façon, avec ce dosage-là? Oui, alors moi, je dirais que je suis architecte de base, mais j'ai appris à l'être encore plus quand enfin, en gros, quand j'ai commencé à être publiée pour la première fois ou à m'intéresser vraiment à la publication, où j'ai lu pas mal de contenu sur comment écrire un roman, comment bien appliquer les codes et tout. Et je dirais que là, je suis plus dans une phase de désapprentissage, de retour vers la phase jardinière. Du coup, j'ai pas compris, tu as dit que tu étais en train d'être encore plus architecte? Non, c'est plus l'inverse. Là, Ah, je désapprends et plutôt. ben c'est marrant, j'ai l'impression d'être exactement dans la même phase. De m'être beaucoup rassurée au début avec des méthodes, des plans, etc. Et d'essayer de m'en libérer petit à petit. Mais je pense que ça dépend des projets aussi. Il y en a qui ont Oui, plus besoin que d'autres. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que ça dépend vachement des projets. Moi, j'ai toujours écrit de manière hyper jardinière quand j'écrivais, parce que c'était des choses très courtes et que c'est possible de le faire hyper spontanément sur cette méthode en partant d'une idée ou en partant d'un perso ou d'une situation. Par contre, là, mon projet de roman que j'ai, je le fais vraiment en mode architecte parce que je sais que sinon j'arriverai pas au bout. Et comme je l'évoquais tout à l'heure dans l'intro, de temps en temps, quand j'ai du mal à bosser sur mon plan ou que je suis inspirée pour une petite scène ou une petite séquence, j'écris. Mais je sais très bien qu'il faudra que je le lis dans un grand plan final, sinon ça ne mènera à rien en fait. Plutôt architecte si je veux aller au bout d'un vrai projet conséquent. Laure, toi, je sais que tu écris des textes plus courts. Et donc, Ouais, mais là, je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu viens de dire, Léa, c'est-à-dire que sur des textes qui sont courts, c'est facile d'être jardinier. Enfin, en fait, on se laisse porter par un sujet, par une inspiration du moment, par quelque chose. Alors, je sais pas à quel point se dire qu'on a déjà la fin et du coup écrire avec une idée de quelque chose ou d'une résolution et à complètement jardinier du coup. Mais en tout cas, j'ai plutôt l'impression d'avoir été comme ça. J'ai sur certains projets qui ont été quand même plus longs, mais qui étaient pas longs à un point, enfin au point de faire un roman. Quand j'écrivais sur des forums, j'étais en totale jardinière aussi. Je savais pas où j'allais et en fonction des retours ou du projet tel qu'il commençait à se former, j'étais en full jardinière. Mais je pense que pour pouvoir écrire un roman, enfin si je voulais vraiment me lancer dans quelque chose comme ça, il faudrait absolument que je passe par l'étape structure, sinon j'avance pas et je sais pas où je vais quoi. Eh ben, je crois qu'on va être une grande majorité, du coup, à faire des plans dans le groupe.
au final. Ouais, moi aussi, je suis plutôt en fait, quand j'étais ado, j'étais clairement plutôt jardinière, enfin comme Marie, en fait, juste tout 10 ans plus tard comme le reste. Une fois que j'ai commencé à lire, des méthodes d'écriture et tout, à parler de ça, j'ai réalisé qu'il fallait faire des plans et j'ai réussi à finir de nouveau des romans. Donc clairement, ça m'a aidée de ouf, moi. Alors justement, c'est ce que je voulais vous demander. À quoi ça vous sert quand vous travaillez avec un plan? Laetitia, tu disais, d'un coup, que tu as réussi à finir des romans en repassant en mode architecte. Pourquoi ça t'a aidé? Je crois que Léa a dit quelque chose de très vrai tout à l'heure. Elle a dit, que faire un plan, ça l'avait aidée à se enfin, que grâce au plan, elle se dit qu'elle peut finir. En fait, il y a un côté comme ça. Selon quel genre de plan tu fais et tout, ça te permet de découper les tâches. C'est-à-dire qu'un truc qui te semble inaccessible, à savoir écrire un roman, si demain je te dis: «Tiens, vas-y, écris un roman», mais si demain je te dis: «Écris un chapitre», voire même écris une scène, ça devient tout de suite: «Ah oui, peut-être je peux écrire une scène dans la journée», tu vois? Pas écrire un roman dans la journée. Enfin, ça déjà ça, je pense que c'est un premier point. Ça sert à découper les tâches et à rendre le truc moins impressionnant. Non, je pensais juste un truc parce que j'ai survolé mes notes et j'ai vu que j'ai écrit 2 choses qui sont un petit peu, contradictoires. J'ai écrit un plan, je trouve qu'à la fois ça rassure et il y a cette idée de je sais où je vais, où j'ai une certaine idée de là où ça doit aller et aussi ce truc de découper. Donc ça rassure et en même temps j'ai écrit mais ça intimide. Voilà. Bah alors, ça fait partie des questions qu'on se posera après. À quel moment le plan est bloquant? Là, on est sur les atouts du plan. Ouais, voilà. À quoi Restons ça sur les sert? atouts. Marie? Oui, et puis un plan, ça aide aussi à rien oublier. Parce que quand on a une histoire avec plusieurs gros points d'étape ou juste pour gérer la distribution des informations, avoir un plan, ça aide à savoir ah, dans telle scène, il ne faudra pas oublier de faire dire à tel personnage ça, ou il ne faudra pas obliger de mettre ce petit fusil de Tchekhov là. Ça aide un peu à, voilà, à ranger les choses pour être sûr qu'on va bien dérouler le roman de façon logique. Laetitia? Ça veut dire que tu pousses ton plan de ouf, en fait. Parce que moi, par exemple, dans les miens, ils sont pas du tout suffisamment poussés pour que je me dise que dans telle scène, faut pas que j'oublie tel truc, hein. C'est vachement plus grossier que ça, moi, hein. Bah, Ça après, ça te... dépend. C'est toutes les étapes de l'histoire sont pas aussi détaillées les unes que les autres, mais il y en a certaines, c'est certains points névralgiques où tu sais que tu as tel endroit, telle phrase importante, et là, bon, bah, tu le mets dans telle sous-partie. On va revenir aussi sur voilà, jusqu'où on pousse le plan, parce que ça fait partie des questions qui nous ont été pas mal posées par les auditeurs. Jusqu'à quel point de détail vous allez? Est-ce que vous voyez d'autres avantages de bosser avec un plan, Léa? Ouais, pardon. Vas-y, Letty, finis. Vas-y, Laetitia. Vas-y, tu as envie de défendre les architectes. On t'écoute. Grave. Non, mais si vous voulez faire des twists, rien que ça. Enfin, je trouve que sans plan, réussir à faire des twists, je pense que c'est plus difficile, quoi. Là, l'avantage, c'est que si vous faites un plan, vous savez que, je sais pas, aux 3/4 du livre, il doit y avoir telle grosse révélation ou tel gros retournement de situation. Comme vous là, ça rejoint ce que vient de dire Marie, vous pouvez, placer les indices, avant. Je pense que ça doit être possible d'écrire des twists en jardinier, de le découvrir soi-même et de se dire oh, en fait, j'avais pas capté, mais c'est son frère. Trop bien. Mais par contre, c'est sûr que il va falloir tout le réécrire en fonction de ça. Quoi. Moi, un des autres avantages du plan que j'ai noté, c'est que ça me permet de stimuler ma créativité en fait. C'est-à-dire que si je ne sais pas du tout où je vais, et ben, je vais être bloquée. Je vais pas savoir quoi écrire dans cette scène. Toutes les possibilités sont là. C'est-à-dire que le champ des possibles est infini, absolument infini. Mon personnage peut faire n'importe quoi, surtout dans la fiction, c'est encore plus infini que dans la réalité. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et je me retrouve avec une paralysie du choix qui fait que j'arrive pas à avancer dans ma scène. Alors que si j'ai au moins un objectif qui soit plus ou moins lointain en fonction du niveau de détail de mon plan, je sais à peu près dans quelle direction je veux faire avancer mon personnage et ça me met au moins une petite contrainte qui va stimuler ma créativité. Et du coup, est-ce que c'est possible, selon vous, d'écrire à 100% sans aucun plan? En jardinier total, découverte absolue. Moi, j'arrive pas à imaginer quelqu'un qui serait capable. Ce serait limite un peu de l'écriture automatique, en fait, si on écrit sans plan, sans savoir les étapes, sans savoir comment on articule l'histoire, sans savoir où on arrive. Moi, j'ai du mal à imaginer ça, ouais.
Moi, je l'ai fait ado, en tout cas. Enfin, ado, j'ai écrit, de mémoire, j'avais vraiment pas de plan, hein. J'écrivais vraiment ce que j'avais envie. Je pense Mais que ça dépend du but de ton texte, en fait. Si c'est vraiment pour être lu et pour être lisible, effectivement, je pense que c'est dur d'écrire sans direction. Mais oui, je pense que c'est vraiment pour toi, et pour te faire plaisir, et surtout en ayant en tête que ton premier jet sera vraiment pourri et qu'il faudra de toute façon le réécrire. Quand tu poses la question comme ça, je me dis bah non, c'est pas possible. Et en fait, comme tu disais, Letty, vraiment quand j'étais ado et quand j'écrivais et les histoires que j'ai terminées et même celles qui étaient quand même plutôt longues et qui étaient écrites sur des forums, vraiment quand je les ai commencées, je savais pas comment ça allait se terminer. Et j'ai rajouté des personnages au fur et à mesure, j'ai rajouté une quête au fur et à mesure, mais j'avais un concept de départ et je savais pas où ça allait se terminer. Et puis j'ai trouvé ma fin au fur et à mesure. Je me souviens, je me souviens une des plus longues, c'était genre est-ce que je fais mourir le personnage ou pas? J'ai fait mourir le personnage, mais je savais pas du tout au début que ça allait se terminer comme ça, quoi. Voilà. Ouais, moi je pense que c'est possible, mais ça demande énormément de réécriture, comme je disais, et de coupe. C'est-à-dire que tu arrives au bout, tu te dis bon, ok, j'ai toute cette matière, maintenant il y a 50% des passages qui ne servent finalement à rien, qui ne vont pas dans la direction où finalement le roman allait. Et donc je pense que ça demande d'écrire énormément de matière pour en garder une petite partie et repartir de là pour développer ce qui sert vraiment peut-être cette fois avec davantage de structure, puisqu'on voit un peu là où on veut aller. Et je pense que c'est pour ça que j'entends certains auteurs dire qu'ils adorent écrire le premier jet et qu'ils détestent la réécriture. Je pense que c'est des jardiniers, en fait. Ils se sont fait plaisir à partir dans tous les sens sur le premier jet. Et maintenant, il faut aller couper plein de passages qu'ils aiment bien, qu'ils ont aimé écrire, mais qui servent à rien. Et en écrire d'autres qui sont moins fun, mais plus utiles, comme disait Pixar tout à l'heure. Et aussi, le truc qui est difficile, je trouve, et qui est intéressant à la fois, c'est qu'on découvre petit à petit ce dont on veut parler sur le thème, comme je disais tout à l'heure aussi avec Pixar. C'est que le thème profond, ce que veulent vraiment les personnages, le propos, et ben on le découvre petit à petit. Et ensuite, il faut le réintégrer, en repartir du début et mettre ce qu'on a compris à la fin, le retisser au fur et à mesure. Il y a plein d'incohérences évidemment à régler, des passages à ajouter pour construire la tension qui va amener tel moment qui s'est avéré important et qu'on n'avait pas prévu à la base. Et donc, je pense que ça demande beaucoup plus en fait de travail et de passages successifs sur le texte lui-même pour tout mettre en cohérence et pour aboutir au résultat final. Ouais, c'est marrant ce que tu dis sur cette règle de Pixar qui dit qu'il faut que tu arrives à la fin de l'histoire pour savoir ce que le héros veut, parce que je suis assez d'accord avec ça, parce que moi, je le disais dans les épisodes d'avant où j'avais un peu revu tout Ruby. Et en fait, Ruby, lui, il préconise de vraiment commencer dès le départ à dire ce que le personnage veut et où est-ce qu'il est censé avoir sa révélation morale. Je sais plus si c'est ça le bon terme. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai essayé d'appliquer ça, mais que ça marche pas dans l'histoire que je suis en train d'écrire. Et j'ai un peu ce sentiment que c'est un truc que j'ai plaqué en mode un peu fake sur mon histoire et qu'elle n'a pas besoin de ça. Et que je vais trouver où mon personnage va trouver au fur et à mesure. Et après, il faudra tout détricoter et retricoter derrière. Mais alors, je sais plus, je crois que la dernière fois, je recherchais, j'ai pas mon livre de Troubi avec moi en Irlande, mais je recherchais du coup des extraits sur Internet. Et je crois avoir redécouvert un extrait où il dit bien en intro, il me semble, en fait, ça, c'est normal que vous n'arriviez pas à construire votre scénario tout de suite, du premier coup, exactement cohérent comme il faut, si vous allez faire des réécritures. Et donc peut-être que ton personnage, tu l'as construit avec sa faiblesse morale, etc., dès le début. Mais en fait, en écrivant, il va en changer. Et tu vas reconstruire derrière et tout remettre d'équerre. Alors d'ailleurs, on n'a pas dit, parce qu'on en parle comme si c'était inné pour tout le monde, mais l'anatomie du scénario, un livre de scénarisation donc, qui explique toutes les étapes pour construire un scénario hollywoodien de John Truby et qui est une référence vraiment. Ouais, je trouve que ce que tu dis est assez juste sur le thème et sur la manière dont les personnages viennent aussi bouleverser le plan, mais ça, on va en reparler aussi. On a une question de Sylvain, l'un de nos auditeurs, qui nous demande combien de temps ça vous prend de créer le plan d'un roman. Et là, je pense que ça dépend vraiment. Je pense que ça dépend aussi de la manière dont on construit son plan et de quand on le construit en fait. Parce qu'on ne construit pas forcément avant d'écrire. Moi, je serais incapable de dire combien de temps ça prend. Pour mon premier roman, je sais que j'ai mis 1 an à écrire le scénario et que c'est une catastrophe et je recommande ça à personne. Parce que justement, j'ai voulu faire full architecte.
J'ai voulu tout construire d'abord et ensuite me dire, allez, c'est bon, j'ai mon template, j'ai plus qu'à le remplir. Ça n'a pas du tout marché. Et je pense que ça ne marche jamais. Et c'est ça? Ouais, moi, ça a pas enfin, ça marche pas non plus. En fait, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais dire, le plan, je pourrais l'écrire pendant des années. Je crois que c'est un peu ce que j'ai enfin, ce qui a fait aussi que j'ai pendant, bah, je pense que je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, mais, en gros, de 2015 à 2020, j'arrivais pas à finir de texte. Je faisais notamment énormément de plans pendant toutes ces années et j'écrivais beaucoup de débuts. Et je crois que je pourrais, enfin là, c'est un peu depuis que j'ai fini le Sermon Tracker, c'est un peu ce que je fais, quoi. Je fais des plans à l'infini de la même histoire. Et là, j'ai commencé à essayer de l'écrire, en fait, parce qu'il faut que j'arrête. Enfin, les plans, je pourrais les faire à l'infini. Et de toute façon, je sais ce qui va se passer. Je vais l'écrire et tout va changer. Donc, il faut arrêter avec les plans, en fait. Ouais, ça, c'est un truc, ça fait partie des choses dont je voulais qu'on parle. De toute façon, l'ordre de mes questions n'a plus aucune importance à ce stade. Mon plan de questions a volé en éclats. C'est l'écriture en live de ce podcast. Non, mais vraiment, ma question, c'était pourquoi vous pensez que les plans, mais même les mieux ficelés, ils ont la manie de voler en éclats dès qu'on se met à écrire? C'est quand même fou, non? Mais tout à l'heure, Christelle, tu as parlé, enfin, je sais plus si c'est toi ou quelqu'un d'autre, mais on a parlé de contraintes, qu'on se met des contraintes pour être créatif. Il me semble que tu as dit ça. Et je trouve que c'est vraiment hyper révélateur ce truc parce qu'en fait, on construit ce plan, on se met plein de contraintes. Et nous, notre vrai boulot d'auteur et d'écrivain, ça va être ces contraintes-là, en fait, qu'elles nous permettent de faire, de mettre notre créativité en ébullition et soit de se les approprier, soit de les envoyer balader, en fait. Pour moi, le plan, il sert que à ça, en fait. C'est une sorte d'énorme schéma, d'énorme template pour soit s'approprier le truc et se dire ah ouais là trop bien, ça c'était une trop bonne idée, vas-y j'écris ça, ou en fait ça fonctionne pas du tout, je l'avais imaginé comme ça dans ma tête mais ça fonctionne pas du tout, on va faire complètement différemment, ou se laisser surprendre. Et pour moi c'est que ça. Je sais pas si pour vous c'est différent ou vous le vivez comme ça aussi. Ouais. Bah, en fait, en plus, il y a plusieurs sortes de plans. Il y a le grand plan qu'on va faire quand on commence son projet. Après, vers le plan beaucoup plus détaillé quand on commence, vers le synopsis quand il s'agit de résumer l'ensemble de l'histoire. Et puis, moi, j'écris vraiment comme une myope, en fait, parce que moi, j'arrive à détailler les parties que j'ai sous le nez. Je suis incapable de faire 10 parties très détaillées, toutes articulées de la même façon, parce que je sais pas, en fait, je sais pas si je vais arriver au même lieu ou au même personnage dans 10 chapitres. J'en suis incapable, quoi. Ouais, moi je trouve que les plans, de toute façon, ils volent en éclats. Alors après, Léa, ta question, c'était est-ce que on l'utilise juste pour la créativité, c'est ça? Et ensuite, on s'en détache. Et c'est pour ça que je conseille pas de passer beaucoup de temps en amont sur son plan, genre des mois et des mois, parce qu'après, de toute façon, il explose quand t'écris et t'as envie de te suicider, en fait. Tu dis, putain, mais j'ai passé des mois sur ce plan et au chapitre 2, il sert déjà plus à rien. Et en fait, surtout, c'est que du coup, justement, tu restreins ta créativité parce que tu ne veux pas aller au-delà de ton plan. Parce que tu y as passé tellement de temps, il est trop précieux, tu t'es trop engagé dessus, en fait. Tu as mis trop de temps, d'énergie, de toi-même sur ce plan. Et même si tu te rends compte qu'il fonctionne pas, tu veux rentrer des trucs au forceps dedans. Et c'est ce qui fait que ça finit par ressembler à rien. Et qu'en plus, je pense que tu perds du plaisir d'écriture. Et qu'au bout d'un moment, il faut juste lâcher l'affaire et dire, OK, tant pis, mon plan, il sert plus à rien, je vais devoir refaire. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille et j'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est alternance, plan, défrichage, plan, défrichage, plan, défrichage. Parce que sinon, que du plan et ensuite que de l'écriture, ça fonctionne juste pas, en fait. Ouais, bah, c'est ce que tu disais en ouverture. J'étais un petit peu déçue de pas jouer la team des jardiniers versus la team des architectes parce que je trouvais ça beaucoup plus romanesque, tu vois, comme idée. Mais oui, enfin, comme tu le disais au début, enfin, c'est une question d'équilibre et je pense que si tu es complètement d'un côté ou complètement de l'autre, tu tombes dans des travers et tu peux te bloquer pour certaines raisons d'un côté ou certaines raisons de l'autre. Et il y a très probablement un juste milieu, pas passer trop de temps sur son plan, mais peut-être réfléchir quand même un petit peu là où tu vas quand tu fais pip, 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 pip dans ton jardin, quoi. En fait, j'ai l'impression que les deux versions en mode hardcore, 100% architecte ou 100% jardinier, c'est un manque de confiance en soi dans l'écriture ou un manque de maturité dans l'écriture. Dans le sens où, moi, je sais que si au début, je voulais être à 100% architecte, c'était pour me rassurer. Et donc, c'est un énorme manque de confiance en moi, en fait. De me dire, OK, je vais suivre une méthode, je vais faire exactement comme il faut, tout construire. Et ensuite, comme ça, c'est sûr, ça ira sur des roulettes, c'est sûr, j'aurai une histoire qui tient la route.
C'était une béquille, en fait. Mais une béquille qui est devenue, je sais pas, une barrière. C'est le syndrome de la bonne élève, C'est j'ai ça. une méthode, je l'applique. Exactement. Mais c'est tout à fait ça. Et j'étais C'est persuadée que ça rassurant. allait fonctionner. C'est trop rassurant, mais trop, en fait. Ce qui fait que ça fonctionne pas derrière. Et je pense que quand tu vas être en 100% jardinier, et que tu veux être lu, hein, bien sûr. Si tu veux juste te faire plaisir, je serais bien être à 100% jardinier. Je disais, c'est peut-être un manque de maturité dans le sens où tu crois que tu peux te passer totalement des outils sans jamais te les approprier d'abord et sortir un truc magnifique juste comme ça, quoi. Alors que non, toutes les histoires du monde passent par des étapes, par des codes, et même tu ne peux pas t'en passer, ou du moins tu dois d'abord te les approprier avant éventuellement d'en casser les codes. Mais du coup, est-ce que vous arrivez à identifier ce qui fait que un plan explose? Pourquoi quand on se met à écrire, ça ne marche plus? C'est quand même fou. Moi, j'ai identifié un truc, c'est un parmi tant d'autres, hein. Dites-moi si ça vous le fait aussi. C'est les personnages secondaires qui viennent souvent faire exploser mon plan. Parce que de toute façon, tu peux pas aller au moindre détail. On va encore parler tout à l'heure de à quel niveau de détail on pousse notre plan, mais tu peux pas aller au micro, sinon c'est de l'écriture. En fait. Tu peux pas dire, et là, il lui répond ceci, il lui répond cela, tu t'écris ton dialogue. Et du coup, tu es obligé de laisser des toutes petites zones de blanc dans ton plan. Et il y a des personnages qui arrivent dont tu as besoin pour exécuter une partie de ton plan, mais tu n'y avais pas pensé. Genre, par exemple, le héros, il va acheter un déguisement pour un anniversaire et il se ridiculise à laisser dans le magasin. Tu as écrit ça pour ta scène. Donc, tu écris ta petite scène, ton héros, il essaie son déguisement, il sort de sa cabine d'essayage, et là, il faut quelqu'un pour se moquer de lui. Et du coup, tu inventes ton personnage random qui passe à ce moment-là et qui se fout de lui. Et là, inspiration, le dialogue, il est drôle, il est pétillant, la relation, elle crève les pages. Et tu te dis, non, mais clairement, il faut que je garde ce personnage, c'est hyper intéressant, ça fonctionne trop bien. Sauf qu'il n'était pas prévu. Et donc, comment tu le rentres dans ton plan? Quelle place tu lui fais? Qu'est-ce que tu bouges sur l'étagère pour le faire rentrer? Et ça crée une intrigue au début qui est à peine parallèle à celle que tu avais prévue, mais qui diverge jusqu'à ce que ça s'éloigne et que tu dois repenser complètement à toute la suite. Et ça peut arriver plusieurs fois dans le même roman, ces divergences successives. Après, est-ce que c'est pas tout simplement parce que au moment où tu écris, tu enrichis ton plan? Enfin, c'est comme tu disais, tu peux pas rentrer dans le détail, mais aussi tu peux pas, enfin, sauf si vraiment tu fais un plan, qui est déjà limite de l'écriture et dans ces cas-là, tu es jardinier et pas en train de faire un plan. Mais, au moment où tu rentres vraiment dans le vif du sujet et que tu te mets à écrire, en fait, ton univers s'enrichit et tes personnages commencent à vivre. Ton univers commence, enfin les plantes que tu sèmes sont en train de fleurir déjà et il y a plein de trucs, nouveaux, que tu avais pas, et des plantes que tu avais pas forcément plantées d'ailleurs, qui sont en train de se développer. Des mauvaises herbes, je rigole. Bah, des mauvaises herbes, mais il faut les garder, permaculture, tu vois? Je sais. C'est de l'humour. J'aime les mauvaises herbes. Marie, tu voulais rebondir là-dessus? Oui, c'est pour rebondir sur ce que dit Laure. En fait, moi, je trouve qu'un plan qu'on respecte pas, c'est plutôt bon signe au final. Parce que ça veut dire que l'histoire, elle est vivante. Ça veut dire qu'on commence à se prendre au jeu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dynamiques qui commencent à interagir entre elles. Moi, par exemple, pour répondre à ta question, moi, je me rends compte actuellement que je respecte pas mon plan quand je veux écrire une scène et qu'il y a trop d'éléments dedans et que je me dis, en fait, ça va pas être digeste, donc je vais devoir ajouter des scènes pour que ce soit mieux articulé et plus fluide. Et moi, je trouve que c'est bon signe, en fait. C'est pour ça que moi, souvent, les premiers chapitres sont bien découpés et après, l'histoire, elle prend vie. Donc, il y a un moment où il faut une sorte de lâcher prise parce que si on veut absolument s'en tenir à son plan, le plan, ça reste une feuille de route et sur le terrain, le chemin ne ressemble pas forcément au tracé qu'on voit du dessus. Pour filer cette métaphore cartographe. C'est beau, Marie. C'est magnifique. On va se Quand faire je des fais t-shirts avec. Quand je fais des petits shorts sur YouTube de 30 secondes, 1 minute, qui sont extraits, je prends souvent Marie parce que tu as une fois la manière pile poil de te formuler comme il faut. J'ai constaté les mêmes choses que vous, les personnages secondaires qui mettent le bazar. Et comme Marie, j'ai ce truc aussi de sur ton plan, c'est une ligne, tu vois, genre c'est censé être une ligne où tu dis c'est une petite scène et en fait non, c'est 3 chapitres. Hein. Donc ça déjà, rien que ça, t'es obligé de... Enfin, ça prend de l'ampleur, quoi, ça se développe. Et du coup, c'est là que ça fait voler en éclats des limites, quoi. Sylvain, on ne sait pas combien de temps ça prend pour créer un plan, parce qu'il n'y a pas d'étape de je crée mon plan, en fait. Il y a des étapes uniques où c'est, allez, pendant 3 mois, je fais que le plan et puis je passe à l'écriture.
Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait au début, hein, comme je disais, et ça n'a pas marché. Et du coup, justement, à quel moment est-ce que vous avez l'impression que le plan peut être bloquant pour vous? Laure, tu commençais à l'évoquer tout à l'heure. Tu disais que le plan pouvait être intimidant. Qu'est-ce que tu entendais par là? Là, je pense que c'est un truc que tu as un petit peu touché aussi tout à l'heure, ou est-ce que non? Je sais plus qui a dit ça, mais je trouve que il y a ce truc de la contrainte, et vous en avez parlé en disant que du coup, la contrainte permet de développer sa créativité. Moi, des fois, j'ai l'impression que la contrainte me bloque complètement dans ma créativité. Et que du coup, je me suis bloquée moi-même et que je sais plus en sortir. Et je pense que c'est aussi ce que tu disais, Marie, de quand tu arrives à écrire ton truc et que tu arrives à t'affranchir du plan parce que ton univers vit tout seul, c'est bon signe. Et je pense que des fois, moi, je suis bloquée par ce plan et en fait, l'univers ne prend pas vie. Et parce que probablement qu'il y a un truc dans le plan qui va pas. Mais je reste du coup un peu bloquée là-dedans, quoi. Pas forcément, moi je pense pas forcément parce qu'il y a un truc qui va pas dans ton plan, mais juste parce que, ouais, comme tu le disais, un plan, on a beaucoup parlé du truc de vivant, et il y a un peu ce truc-là que genre le plan, c'est juste les barrières de ton jardin, mais tu vois, le texte, c'est vraiment jardiner, tout ce qu'on disait, enfin, c'est vraiment mettre les mains dans la terre et y aller, quoi. Moi, je sais que c'est ça qui me bloque un peu. Enfin, là, en ce moment, j'étais un peu méga bloquée sur ce truc. Comme je dis, ça fait des mois là que je fais un plan, hein. Ça sert à rien, je crois qu'il faut que j'arrête, vraiment. Après cette émission, ça me le fait me dire que c'est ça la bonne réponse. Ça me bloque parce que je réfléchis, enfin, comment dire, j'ai l'impression qu'il faut absolument, justement, que j'ai la fin et que j'en sois sûre, tu vois, pour y aller, pour écrire. Et je crois que ça a été prouvé, enfin pour le moment, en tout cas les 2 romans que j'ai publiés et que j'ai finis, aucun des 2 n'a la fin qu'il était prévu d'avoir, je crois. Donc c'est stupide. Je me mets des blocages sur la fin parce que j'ai l'impression qu'il faut absolument, je prévois un twist justement à l'avance. Bon, alors que faut-il forcément un twist déjà, enfin bon. Vaut mieux que je les écrire, que j'avance et que je vois ce que les personnages, où est-ce qu'ils vont, quoi. Ouais, moi je me rends compte de plus en plus qu'en écrivant, en fait, il y a des choses qui se débloquent toutes seules, qui semblent, quand c'est abstrait juste, je me dis comment je vais relier ces 2 trucs-là ensemble, ça fonctionne pas et tout. Et en fait, en écrivant justement de manière plus organique, tu arrives à refaire des liens en disant bah oui, en fait, j'avais pas imaginé ça, mais maintenant que je les entends parler entre eux, ces personnages, je me rends compte que en fait, ça va se passer comme ça. Très abstrait ce que je dis, mais, mais en fait, c'est très concret quand tu dis. Moi, j'en ai déjà parlé tout à l'heure et je vais le redire parce que j'ai besoin d'exorciser ce traumatisme. Mais sur le blocage du plan, et je pense que c'est assez représentatif en fait mon histoire avec les scénarios, c'est que j'ai galéré pendant des années en fait sur un début de roman qui ne voulait pas se laisser écrire parce que justement j'avais 0 plan. C'était jardinage, mais alors total, vraiment absolument total. Et du coup j'étais paralysée parce que chaque phrase que j'allais écrire allait déterminer de façon cruciale toute la suite du roman. C'était à chaque fois la croisée des chemins, où est-ce que ça allait m'emmener. Et donc je réécrivais en fait sans cesse mes 30 premières pages sans savoir où j'allais aller pour la suite. Et puis un jour, j'ai décidé, ça suffit. J'ai lu la fameuse Anatomie du scénario de John Truby et je suis devenue l'extrême inverse. Donc une extrémiste du scénario, j'ai suivi tout le manuel à la lettre. Et comme je disais, c'est pas fait pour ça en fait. C'est pas du tout le but. Mais en fait, ça me rassurait. Je me disais, voilà, syndrome de la bonne élève, je vais suivre le truc pas à pas, je vais pas me planter puisque ça repose sur un fonctionnement prouvé et éprouvé. Et donc, j'ai passé une année entière à élaborer le scénario, puis une année entière à écrire un truc qui, évidemment, ressemblait pas du tout au scénario que j'avais imaginé. En parlant justement des plans trop travaillés, on a Cassandra qui nous a demandé est-ce qu'avec un plan trop travaillé, on risque une intrigue trop prévisible? Prévisible pour toi qui écris, mais pas forcément pour ton lecteur. Enfin, je pense que les auteurs de thrillers, notamment, enfin, des choses du policier, du thriller et tout, j'imagine qu'ils vont probablement plus loin dans leur plan que nous. Parce que si tu veux visiter bien tes indices de ton tueur ou ton intrigue et tout, enfin, peut-être que dans ce genre de cas, c'est un peu nécessaire. Et bon, alors du coup, c'est vrai que toi, en tant qu'auteur, là, ça interroge plutôt le truc de la créativité. Est-ce que tu arrives toujours à être créatif? Mais je pense parce que écrire un plan et écrire une histoire, c'est quand même vraiment différent, quoi. Bah, c'était la question un peu corollaire de Claire qui disait en suivant un plan, est-ce que vous vous ménagez des moments de surprise pour rester motivé? Et je pense que les 2 questions vont ensemble, effectivement. Laure, tu voulais répondre tout à l'heure? Ouais, mais c'était pour à peu près dire ce que Laetitia a dit. Donc voilà.
c'est vrai que ça dépend du plan que tu as écrit. En fait, ça dépend du type d'histoire que tu es en train de faire et si tu t'es prévu, 4 twists dans ton histoire ou 4 retournements de situation, ton lecteur, il serait surpris et pas toi. Bon, toi, tu l'auras vu venir, mais c'est ton taf, donc Ouais, je pense que ça, c'est un peu comment dire? C'est une idée reçue de croire que parce que c'est planifié et parce qu'on suit certains codes, alors l'histoire est forcément très prévisible et cliché et tout le monde sait exactement où on va. Je pense que justement, j'ai une relation amour-haine avec Troubi et l'anatomie de scénario, donc là maintenant je vais dire que c'est bien. Non, mais je trouve que ce qui est bien dans sa méthode, c'est que justement, il t'aide à prendre toutes les étapes pour faire en sorte que ça soit organique et que ça reste surprenant pour le lecteur, tout en passant par des étapes obligées qui font que inconsciemment, de toute façon, tu es obligé de passer par ces étapes, sinon à la fin, tu te dis, mais attends, elle est bancale, cette histoire, elle tient pas debout. J'allais me lancer dans une métaphore sur la construction d'une table qui tiendrait pas debout, mais qui en fait est pas prévisible parce qu'on sait pas les tiroirs cachés, mais je vais pas me lancer là-dedans parce que je sais pas où elle va. Léa? Ça me rappelle la vidéo d'Astier, ce que tu dis, Christelle, sur Ah le bon? fait que ouais, tu sais, tu nous l'avais passé, je sais plus dans quel podcast Avec exactement, mais le cette pont, vidéo. là. Oui, L'ingénieur et le visiteur qui voit le pont, mais pas sous le même angle. exactement, Marie, merci, t'as tout résumé, c'est ça. Donc oui, oui, c'est ton taf en fait que ce soit cette prévisibilité, mais le lecteur, lui, il verra juste le waouh, quoi. Et je pense que faut surtout pas que ce soit, enfin, ça sera pas trop prévisible pour le lecteur. Par contre, si au moment de l'écriture, après ton plan, c'est trop prévisible pour toi, tu risques de t'ennuyer à écrire. Ça, par contre, voilà. Mais je pense que Laetitia, elle a déjà effleuré cette idée, enfin, dans ce qu'elle a répondu avant. Et on va en reparler tout à l'heure quand on parlera de justement jusqu'à quel niveau de détail on pousse notre plan et comment on le construit. On a une question de Célian que je trouve super intéressante. C'est comment se tenir à son plan quand on croit avoir trouvé une meilleure intrigue pendant l'écriture. Et ses précisions en message privé, c'est je doute souvent de mon intrigue, donc je m'arrête au milieu du brouillon pour recommencer avec une intrigue modifiée. J'ai du mal à garder mes personnages figés en cours d'écriture. Leur personnalité change souvent pour devenir très binaire et fade. Moi, je m'identifie de ouf. Parce que je fais ça tout le temps. Et ben voilà, hein, le Léa, elle pourra témoigner sur le Sermon des traqueurs qui est donc en librairie pour de vrai. Je vous répète ça juste parce que j'ai du mal à y croire, parce que dans ma tête, justement, je suis toujours en train de galérer à chercher comment écrire ce texte, alors qu'en fait, plus maintenant. Mais je l'ai écrit, je sais pas combien de versions, parce que justement, je faisais des plans, j'écrivais le truc, enfin, un peu ce que tu racontais. Je me lançais dedans, je voyais que le plan marchait pas, donc je refaisais un plan, je continuais à écrire, ça marchait pas, je réeffaçais, enfin, j'ai fait que des allers-retours comme ça, donc franchement, du coup, je veux bien le conseil aussi si vous en avez, parce que c'est l'histoire de ma vie, quoi. J'arrête pas de faire ça. C'est dur, hein. C'est vraiment dur. mais du coup, C'est comment tu t'en es normal. sortie? Je sais pas, demande à Léa. J'ai l'impression d'être la meuf qui a la grande sagesse, alors que j'ai pas de toutes ces personnes autour de cette table numérique. Je suis la seule à ne pas avoir sorti de livre, je vous le rappelle. Mais non, mais en fait, c'est normal, Laetitia. Enfin, je pense que c'est liant. Faut que tu écrives ta meilleure intrigue que tu as trouvée pendant l'écriture et peut-être elle fonctionnera pas et tu reviendras à ton idée de base comme c'est arrivé à Laetitia pendant l'écriture du Serment des Traqueurs et peut-être que cette idée de base à laquelle tu es revenu une fois, elle évoluera en autre chose et ça fonctionnera pas non plus et tu reviendras à l'idée de base une troisième fois mais tu auras légèrement changé quelques trucs et les choses que tu auras trouvées en écrivant ta version de base, ta version indifférente et ta version 2 différentes, elles n'auront pas servi à rien, elles vont nourrir tout le reste de l'écriture. Et ces allers-retours, ils sont nécessaires. Ah oui, ne jamais effacer tes versions, parce que comme le dit Léa, j'ai eu le cas pour de vrai de du coup revenir à une version d'avant, quoi. Donc et j'étais tellement contente de les avoir dans mon ordinateur. Je les enregistre avec la date, toujours. Et qu'est-ce qui faisait, toi, Laetitia, spécifiquement, que ça bloquait? Est-ce que c'était comme Célian, les personnages qui changeaient trop, leur relation, ou leur caractère même qui changeait? Est-ce que c'était vraiment des enchaînements d'événements qui fonctionnaient plus, des motivations de personnages? Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment, tu te disais, ça ne fonctionne pas, je dois recommencer? Ouais, beaucoup les motivations des personnages. Euh, j'ai l'impression, enfin moi, j'ai l'impression que dans mon cas, en tout cas, c'est ça que j'ai mis longtemps à trouver. Je sais pas si Léa, t'es d'accord avec moi, vu que t'as vraiment alpha lu le truc au fur et à mesure. Moi, je suis d'accord avec toi et j'irai plus loin. Je souligne que Le Serment des C'était Traqueurs, nul. c'est un roman qui a 2 personnages principaux. Et c'est des personnages principaux qui ont des fortes trajectoires morales,
mais parce que leurs chemins sont croisés et elles sont d'abord ennemies et qu'elles deviennent amies, c'est tout le plan du roman est construit autour de ça. Elles ont elles sont moralement très marquées au début de l'histoire, mais il y a une ambiguïté dans les deux et c'est ça qui est hyper intéressant et qui, je pense, a été très compliqué à écrire pour Laetitia, parce qu'il fallait à la fois qu'elle fasse deux personnages qui appartiennent à des univers qui sont totalement différents, qui sont adversaires, mais qu'à la fois, à l'intérieur des deux, il y ait une sorte de pépin, de discorde qui font qu'à la fin, elles se retrouvent ensemble. Et franchement, cette ambiguïté morale, c'était hardcore et elle a réussi, donc moi, je suis hyper admirative, quoi. Et genre, c'est beau. Voilà. Et ouais, je pense que c'est très compliqué et ces liens, faut pas abandonner, quoi. C'est possible. C'est possible d'arriver à, c'est possible de conserver une ambiguïté morale et malgré tout de continuer à travailler ton intrigue. Laetitia, elle a réussi, je suis sûre que tu peux le faire aussi. Ouais, parce que finalement, ce que dit Célien, c'est que ces personnages deviennent binaires et fades en cours d'écriture au lieu de s'enrichir. On pourra en reparler tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on doit avoir au début, sur quoi se fonde notre plan. Moi, je dirais que le minimum avant de partir, là, actuellement, je suis en train d'écrire vraiment en mode le plus jardinière que ce que j'ai jamais fait, même si j'ai un peu de plan. Et mon minimum avant de partir, c'était quand même d'avoir des personnages construits. Et c'est-à-dire que si ton plan, qui est super bien ficelé, c'est qu'une succession d'événements qui s'enchaînent de manière logique, bah, tes personnages, eux, ils vont bouger en cours de route et c'est eux qui vont rester malgré tout la colonne vertébrale de l'histoire. Donc, Troubi, il faut savoir au minimum. Moi, j'ai un tableau, hein, c'est une romance, donc j'ai mes deux personnages et j'ai pour les deux les désirs, les besoins, les faiblesses morales, les faiblesses psychologiques, les croyances, la révélation. Et ça permet de donner au moins les piliers qui vont permettre de conserver leur complexité. Même si même ça a déjà bougé, hein, pourtant. Mais au moins, j'ai une base et je m'y réfère tout le temps parce qu'il faut pas croire que les personnages ils descendent du ciel comme ça, puis ils sont incarnés, ils existent dans notre tête et on les garde exactement cohérents du début à la fin parce que c'est des vrais humains. Non, c'est des créations de ton esprit. Ton esprit, il évolue, il bouge. Et moi, je suis sans cesse en train de me référer à la fin de mon carnet. Je dis, attends, c'était quoi déjà? Ça fait de la psy à celle-là. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, ça s'oppose à la faiblesse psychologique de... Ok. Donc, dans cette scène, il faut bien que je pense à... Et je me le réécris. Enfin, c'est un effort, quoi. Ils existent pas d'eux-mêmes, quoi. Et on les cherche aussi dans l'écriture petit à petit, ils évoluent. C'est normal qu'ils soient pas totalement cohérents, je pense, entre le tout début et la fin du premier jet. C'est à ça que ça sert, les réécritures, à remettre en cohérence. Après, je sais pas s'il y a besoin de recommencer du début chaque fois que tes personnages s'éloignent un peu trop de ce qu'ils étaient à la base. Pour moi, ça fait partie du processus. Marie, tu avais quelque chose à dire là-dessus? Oui, en gros, c'est un peu pour rebondir sur ce que tu dis sur les personnages. En gros, quand on fait le plan, on a un peu une idée un peu figée du personnage et de comment on veut qu'il soit. Mais quand on commence à l'écrire et sur plusieurs scènes, c'est pas forcément évident de garder cette impression du personnage qu'on a, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément les ressources à un moment donné qu'il faut travailler, qu'il faut retravailler, qu'il faut réessayer, lui ajouter des nuances, etc. Mais ça se fait vraiment pendant l'écriture. Je sais pas si on est obligé d'aller aussi loin que toi sur le détail des personnages, par contre, parce que moi, j'ai jamais rien buté à ces trucs de morale, trucs de faiblesse morale, désir, machin et tout. Vraiment, j'ai essayé, hein, mais ça me perturbe plus qu'autre chose, en fait. Et du coup, moi, j'en suis restée à juste essayer avant de commencer, savoir ouais, l'évolution du personnage. Comment ton personnage il est au début et comment il va être à la fin. Ça va être quoi son évolution? J'imagine, sous un peu moral. Ouais, voilà. Je vais pas aussi loin parce que j'arrive pas, en fait. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont très proches les unes des autres. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a la faiblesse psychologique et la faiblesse morale qui sont parfois dures à distinguer l'une de l'autre. Mais oui, c'est possible aussi voilà, que ce soit plus confusant qu'autre chose, désolé pour l'anglicisme, et que tu t'y prennes autrement, mais en tout cas, tu as quand même une construction de personnage qui te permet de savoir où tu vas, quoi. Non, mais juste, ça me rassurait que Laetitia fasse ce commentaire parce qu'en écoutant, j'étais en train de me dire, imaginez faire ma propre carte personnage, je saurais même pas c'est quoi ma faiblesse psychologique et ma faiblesse morale. Enfin Alors, bon, par bref, contre, voilà. je me suis posé une question, c'est impossible de le faire sur toi-même, Ouais, parce que t'inquiète. tu n'es pas le meilleur juge de ton caractère. Ok. Et le but, c'est une que question à mon psy la prochaine fois. C'est pareil. le but, c'est que dans ta vie, tu partes de la croyance que tu as aujourd'hui sur toi-même et que tu arrives à ta révélation morale. Tu n'es pas encore arrivé au bout de ton parcours, c'est pour ça que tu ne sais pas remplir ta carte.
Non, j'allais dire heureusement qu'on n'est pas, des personnages de romans parce que, c'est hyper, enfin c'est hyper stressant et je trouve moralement horrible de se dire, qu'on est des créatures, rangées, enfin dont les destins seraient si prévisibles quoi, parce que voilà, bref. C'était pas très intéressant, mais ça me fait bader cette idée. Je me dis, challenge pour la prochaine fois, on écrit tous nos fiches de personnages et on rigole bien, parce que Alors, je pensais voilà. justement qu'il faudrait qu'on fasse un épisode sur les personnages, comment construire des personnages complexes et attachants. Et ben, peut-être que notre défi, ce sera d'écrire nos 4 Ouais. personnages les unes des autres. Alors, par contre, il y a les faiblesses dedans aussi, je vous le rappelle. Non, je voulais dire un truc débile sur le fait qu'en plus, nous, on n'est pas un personnage de roman et des faiblesses morales et psychologiques, on en a plusieurs. On n'en a pas qu'une seule. Donc, bon. On a rien rien arrangé. On va faire nos fiches personnages et après on dira bon ben voilà, c'était le dernier épisode du club Ficelli, nous sommes plus amis. Voilà. Et nous allons tous commencer ou continuer nos psychothérapies respectives. Voilà, salut. Alors là, non, pas encore la grande question. Ma question d'abord. Est-ce que vous utilisez une méthode particulière pour construire votre plan ou pour écrire sans plan ou pour écrire avec un demi-plan? Est-ce que vous avez voilà, une manière de faire qui vous est spécifique, que vous avez trouvé, dont vous abordez vos plans? Alors moi, je teste un truc là. C'est qu'en gros, mon plan, chaque chapitre, ça doit être une phrase. Une petite phrase de ce qui se passe. Et c'est tout, en fait. Voilà. J'essaye de faire un plan minimaliste. Parce qu'au final, un chapitre, c'est juste ça. C'est juste, voilà ce qui va se passer. Et puis, La voilà. Marie Kondo slash visiteur du futur du scénario. C'est trop ça. beau. C'est la punchline de ouf. Et du coup, tu mets vraiment ce qui va se passer, mais juste les événements. Tu mets pas mon personnage, il a telle motivation, il faut qu'on apprenne telle information. Non, c'est vraiment en une phrase. Voilà, machin Ok. rencontre truc qui lui apprend bidule. Voilà. Et On dirait un- démerde-toi parce que de toute façon, ben, je sais pas, ça vient au fur et à mesure. Enfin, c'est pas tant. Ok, donc le plan minimaliste by Marie Caillé. Laetitia, toi, je sais qu'en tout cas pour Lou, tu avais suivi la méthode dont parlait Cécile Duquesne dans ses formations, et qui était justement peut-être pour chaque chapitre ou pour chaque scène, de savoir quelles informations on voulait, quel était justement le désir du personnage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, du coup, ouais, l'idée c'est ça, c'est d'avoir un peu des objectifs des personnages, comme tu dis, ouais, un peu par exemple, est-ce qu'il y a une révélation dans ce chapitre, enfin, et au final, aujourd'hui, enfin moi, mes plans, c'est plutôt ce que tu ce que tu disais, je me suis dit, ce que tu disais qu'il ne fallait pas faire, donc je me suis dit, bon, c'est sûrement pour ça que ne marche pas mes plans. C'est un peu une suite d'événements qui doivent se passer, tu vois. Ils vivent peut-être un peu les personnages, mais bon, j'essaie de mettre quand même un peu justement les passages importants où les personnages vont évoluer, ou se rendre compte de choses et tout. Et quand je bloque, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que quand je bloque, là, j'essaie effectivement de me dire, ok, dans ce chapitre ou dans cette scène, qu'est-ce qui doit se passer? Donc, quel personnage parle à qui? Qu'est-ce qu'il va apprendre? Qu'est-ce que le lecteur va apprendre? En fait, à quoi sert cette scène? À quoi sert ce chapitre? En gros, au début du chapitre, le personnage a tel objectif. Pour atteindre cet objectif, il a besoin de passer par telle et telle étape. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Je rebondis sur ce que dit Laetitia, parce que moi aussi j'utilise beaucoup la méthode de Cécile Duquesne. Et là, c'est marrant, j'ai ouvert mon synopsis de travail, je l'ai sous les yeux, et moi je bosse vraiment comme ça pour me forcer à mettre les infos qu'il faut dans chaque chapitre. C'est-à-dire que j'ai genre chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Et sous chaque truc, je note qui est concerné, pourquoi est-il ou sont-ils en train de faire ça, quels obstacles vont-ils rencontrer, où est-ce qu'on est et quand est-ce qu'on est. Et genre, je réponds à toutes ces questions et ça peut paraître très stupide, très scolaire, mais honnêtement, juste de répondre déjà à ces questions pour chaque chapitre, ça m'aide en fait. Et du coup, ça, je pense que c'est vraiment un outil concret qui, moi, en tous les cas, ça m'aide. Peut-être pourra aider certains de nos auditeurs qui galèrent à comment prendre en main un plan. Juste se poser ces questions et noter ça pour chacun de ces chapitres ou chacune de ces parties, ça peut aider. Voilà. Et là, tu en es à un stade où tu sais déjà que tu as des chapitres, tu sais plus Oui. ou moins ce qui se passe dans chaque chapitre. Est-ce qu'il y avait une étape avant ça? Alors, mon étape avant ça, ça a été, c'est peut-être intéressant d'en parler là, c'est vrai, de moi-même, on parlait tout à l'heure de se mettre des contraintes. Moi, je peux pas écrire sans contrainte. Donc moi, je me suis mis une jolie cage, d'oiseaux.
c'est une métaphore sympa parce qu'il y a un oiseau dans une cage dans mon projet, où en fait, j'ai 3 parties dans mon roman et chaque partie est décomposée en 10 chapitres et chacun de ces chapitres fait à peu près 2 pages et demie. Donc c'est un plan qui est hyper rigide, j'en ai conscience. Mais si je me mets pas ces contraintes-là, je fais n'importe quoi, je pars n'importe où et comme tu disais Christelle tout à l'heure, c'est la porte ouverte à tout en fait et je suis bloquée parce qu'il y a trop de possibilités. Et donc, dans chacun de ces 10 chapitres, de chacune de ces 3 parties, bah, je me pose cette question au début et ensuite je note ce qu'il y a dans mon chapitre. Et aujourd'hui, c'est peut-être parce que ma structure, elle est trop rigide que justement je suis bloquée au début de cette partie 2. Je sais pas encore, je vais explorer, je vais voir s'il faut pas que je m'en affranchisse ou si au contraire, il faut que je me force à rester dans les clous de ce que j'ai décidé au début du projet. Je sais pas. Voilà. Ce qui montre bien à quel point il y a des manières différentes de faire, puisque toi, c'est un truc hyper rigide, 3 parties, 10 chapitres, 2 pages et demie, alors que Laure, tout à l'heure, tu disais que si tu avais un plan rigide, toi, ça te bloquait complètement ta créativité. Et donc, ne commencez pas à vous dire, OK, c'est ça en fait qu'il faut faire, il faut que j'ai 3 parties avec 10 chapitres de 2 pages et demie. Je dis ça, pas parce que je pense que vous êtes bête, mais parce que moi, pendant très longtemps, j'ai écouté des auteurs dire comment eux ils faisaient. À chaque fois, je me disais, OK, donc c'est comme ça en fait qu'il faut faire pour réussir. Et en fait, non, pas forcément. Parce que du coup, j'écoutais, moi je m'inspire de vous, personnes qui écrivez des romans et qui ont publié pour certaines ou qui allaient peut-être en publier. Sur la partie du plan, du coup, quand tu dis par exemple, Léa, que tu t'es mis ces petites entrées, est-ce que tu le tiens tout sur un même fichier ou est-ce que tu as deux fichiers, genre un fichier d'écriture et un fichier de plan et que tu gardes à côté ou est-ce que c'est un carnet à part, enfin tu vois? Ouais, moi j'ai 2 fichiers effectivement. J'ai un fichier où j'écris vraiment, donc en mode jardinière, là pour le coup un fichier vraiment jardinier où j'écris mes chapitres et j'ai un fichier recherche où là il y a tout mon synopsis de noté, les extraits que j'ai déjà coupés, mes fiches de perso, mes infos sur l'univers, toutes mes recherches en fait. Donc ouais, j'ai le fichier architecte et le fichier jardinier, si on veut aller par là. Voilà. Moi, ma méthode actuelle, donc comme je l'ai dit, j'en ai plusieurs, c'est que, comme je disais, j'ai réussi à trouver un petit dosage pour l'instant qui marche bien entre préparation et défrichage. Donc, au départ, j'avais les grandes lignes de mon univers, les grandes lignes du roman. Donc, je sais à peu près où je veux aller. En l'occurrence, c'est une romance Enemies to Lovers. Donc, après, là, c'est un truc assez codifié, ce qui aide peut-être aussi à pas avoir de plan vraiment. Et mes 2 personnages principaux, besoin, désir, faiblesse, objectif, valeur, etc. Et je les lance, j'écris, sans rien d'autre. Je découvre leur voix, leur environnement, les personnages secondaires. Et au bout de quelques pages, j'arrive à un nœud. Je dis, je sens que je tarie un peu, j'écris plus lentement, j'hésite davantage. Ben, je m'arrête, je fais un encart dans mon carnet et je me fais, alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Et je fais mes 5-6 événements qui vont suivre. Et je repars, je refais mes 5-6 événements. Si d'un coup j'ai une idée qui aurait besoin d'être introduite plus tôt, par exemple, à un moment, j'ai besoin qu'elle ait un lapin. Bon, ben, j'écris comme s'il y avait toujours eu le lapin et je me mets dans un petit encart, introduire le lapin plus tôt. Et pour ma phase de réécriture, ça me servira. Ou alors, si j'ai une scène qui me vient, me dire, ah, mais en fait, là, ce serait trop bien que la relation entre les 2 personnages, elle s'appuie sur un truc qu'ils ont eu plus tôt, mais que j'ai pas ce truc plus tôt, bah, je tire un trait, j'écris ma scène de plus tôt, j'écris intégrer 10 pages plus tôt et je repars. Ou alors, voilà, si j'ai une réplique de dialogue qui me vient, qui fait référence à une scène précédente, ben voilà, je fais pareil. Et puis, forcément, arrive un moment où, pour pouvoir poser même ces petits jalons intermédiaires de qu'est-ce qui se passe dans les 5-6 prochaines pages, ben, il faut que je sache où je vais sur un peu plus long terme, quoi. Donc, je m'arrête et je pose des étapes un peu plus grandes du roman à part sur une autre page, les gros nœuds de l'histoire par lesquels je vais devoir passer. Et ça me facilite la tâche pour, voilà. Donc, j'avance vraiment par à-court, en fait, plan, écriture, plan, écriture. Petit à petit, j'affine mon plan plus général pour savoir comment faire avancer mes petits jalons intermédiaires. Et voilà, j'alterne. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Mais comme je disais, parce que c'est aussi quand même un genre assez codifié, donc je suis en terrain, on va dire, assez connu. Et aussi, je m'inspire énormément d'autres romances Enemies to Lovers que j'analyse beaucoup pour voir quels sont les points obligés par lesquels on passe. Et ça m'aide à me dire, OK, il faut une scène d'abord où ils ont des préjugés l'un envers l'autre. OK. Ensuite, il faut une scène où il y a renforcement des préjugés et polarisation des faiblesses. Ensuite, voilà. Donc, j'ai fait mon analyse, qui m'aide aussi à construire mon plan. N'hésitez pas à les pomper si vous avez un genre
assez codifié à voir ce que font les autres auteurs. Et là, on a des questions donc des auditeurs sur, en gros, par quoi on commence. On a Stéphane qui nous dit que pensez-vous d'écrire un scénario en partant de la fin? On en a un petit peu parlé. Jean-Laurent qui nous demande, pour les jardiniers, je pense, est-ce que vous écrivez du premier au dernier chapitre de façon linéaire ou vous commencez par la fin ou par un autre moment? Il y a Ariella qui nous demande s'il nous arrive de partir d'autre chose, de partir d'un thème, d'une réplique, d'un twist, d'une structure particulière, ce dont je parlais. Est-ce que vous partez d'un fil que vous déroulez? Est-ce que vous partez d'une situation que vous allez remplir? En gros, c'est quoi votre point de départ pour votre plan? Est-ce que c'est un personnage, un twist, une structure? Ça dépend des projets. C'est exactement ce que j'ai noté aussi. Ah ouais, c'est jamais ça rejoint un peu l'épisode. On a fait un épisode sur l'inspiration. Ouais, moi aussi, ça me fait penser à. Je crois qu'on en avait parlé vite fait dans un autre épisode. Et moi, c'est vraiment le déclencheur qui repose assez souvent, je me rends compte, sur un comique de situation. Et j'ai l'impression que c'est un peu le point commun entre mes histoires où c'est toujours la petite révélation qui lance l'histoire au début. Moi, c'est vraiment mon point de départ. Par contre, je suis pas capable de faire mon plan en commençant par la fin ou par le milieu. Moi, je suis vraiment très linéaire. Je déroule, quoi. Tu veux dire par exemple une histoire où on a un elfe et tout le monde est super beau et lui en fait c'est un ton. C'est un ton. C'est elfe l'épisode où on lit nos pires manuscrits. Mais oui, moi pareil, ça dépend vachement des projets. Des fois, c'est une scène très forte à laquelle je veux aboutir et je construis le reste à partir de ça. Parfois, c'est une phrase qui me vient. Je me dis, tiens, qui est le personnage qui dit cette phrase? D'où il vient? Comment il s'est retrouvé à dire ça? Parfois, c'est une structure. Enemies to lovers, c'est très clair. Et souvent, c'est même plusieurs trucs à la fois. Par exemple, je veux une romance Enemies to lovers et je veux qu'il y ait un moment, un twist où on se rend compte qu'en fait, c'était son frère. Ce n'est pas le cas. Mais oui, je pense qu'il y a des points forts comme ça qu'on veut absolument mettre dans notre plan et on construit le reste autour. En ayant, je pense, quand même souvent une fin à peu près en tête, comme on disait tout à l'heure. Bah, franchement, moi, j'ai trop du mal. Hein. Ouais. J'arrête pas de changer, justement. J'aimerais bien. Enfin, j'ai des idées de fin qui sont vachement bien avec des twists et tout. Et j'arrive pas à vraiment aller à ça, en fait, quoi. Donc, voilà. Ouais. Non, mais j'avoue qu'en fait, en y repensant, récemment, je me suis dit, en fait, est-ce que je veux qu'à la fin de ma romance, ils soient ensemble ou ils soient pas ensemble? Genre, j'ai beaucoup l'orbe de grands yeux. Bien Ouais. sûr qu'il faut être ensemble. Bah sinon oui, c'est c'est-à-dire pas que oui. C'est la promesse du genre. Tu Non, vas mais bon, faire tu peux quelques faire, déçus, quoi. Bon, je sais qu'on s'est dit qu'on n'écrivait pas forcément pour que le lecteur soit content, mais si on écrit dans certains tropes et dans certaines catégories de romances, bon. Non, mais tu vois, tu peux faire une fin à la Will et Lyra dans. Pas de spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas lu. Non, mais bon, en gros, ils sont. Tu vois, ça peut être une romance qui finit en fait. En fait, on s'aime, mais c'est impossible d'être ensemble. Enfin, il y a la fin, c'est que le moment où tu décides d'arrêter ton histoire. Donc la romance, elle peut s'arrêter. Oh, ils s'aiment trop bien. Elle peut s'arrêter 10 ans plus tard quand ils peuvent plus se piffrer, tu vois. Et ça change le ton. Voilà. Donc je pense qu'on peut partir un peu de n'importe quoi pour faire son plan. Mais pour moi, le plus casse-gueule, je sais qu'il y en a qui le font. Mais pour moi, le plus casse-gueule, c'est de partir d'un thème, comme on dit. Parce que si tu dis, moi, je vais faire un roman qui parle de ça, tu risques de faire un roman à thèse bien lourd, bien pas subtil, et où ton histoire va être un prétexte à un peu une leçon de morale. Et moi, personnellement, il n'y a rien qui me gonfle le plus. Et Troubi explique très bien comment gérer justement le thème pour l'intégrer de manière organique sans en faire un exposé et que les personnages portent naturellement un peu le thème. Dernier, celui en cours là, je suis une partie de l'univers. Et donc du coup aussi c'est pour ça qu'il fallait faire un plan parce que dans un univers tu peux tout raconter quoi. Enfin vraiment, moi c'est ça d'ailleurs dans mes romans. Enfin ça revient pas à ce qu'on disait au début, mais pour le moment j'ai fait des one shots, mais dans des univers qui pourraient être des trilogies en fait. Donc là c'est bien. Enfin du coup là ça m'arrive d'avoir vraiment l'idée d'abord de l'univers en fait. C'est aussi pour ça que je galère sûrement plus à définir les personnages comme on disait tout à l'heure, puisque moi ce que j'ai et ce que j'ai envie de raconter et d'écrire, ça doit aussi rejoindre le fait que j'adore écrire des descriptions. C'est surtout l'univers. Comme c'est souvent le cas en fantasy, je pense. Ce qui vient d'abord, c'est l'ambiance. Ouais, exactement, l'ambiance, ouais, carrément. Ça, carrément. Marie, ça te faisait penser à quelque chose? Oui, en t'écoutant, je me suis fait la réflexion que oui, moi quand j'écrivais de la fantasy, c'était clairement l'envie de se balader dans le monde qui motivait aussi à en trouver des. Bon, les personnages venaient aussi,
enfin au moins les 2-3 personnages principaux, mais c'est vrai que la motivation à écrire en fantasy, c'est surtout, ça peut être le monde, le système de magie, le ton qu'on veut avoir, l'ambiance qu'on veut créer. Et après, effectivement, c'est tellement vaste que je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que tu as du mal à trouver ton fil directeur, parce que c'est une sorte de gros dézoom par rapport à une romance, par exemple, où tu as déjà un cadre préétabli, quoi. Et du coup, la question de Jean-Laurent, c'était quand vous avez votre plan, est-ce que vous l'écrivez linéairement? Donc Léa, par exemple, ça c'est ce que tu disais, hein, je crois que tu l'écris vraiment du chapitre 1 au chapitre 30, du coup. Ou est-ce que vous l'écrivez la scène qui vous donne envie, au moment où vous avez envie de l'écrire? Du coup, moi, j'ai répondu tout à l'heure. Moi, là, je peux répondre pour le projet que je fais. En gros, je commence de façon très, très structurée avec des découpes en chapitres. Après, une fois que les chapitres d'exposition sont écrits, j'écris le résumé de la partie. Et plus je m'éloigne dans les parties, plus ça finit en bullet point. Genre, il se passe ça, ça, ça. Puis je me dis, bon, je verrai bien le moment venu comment j'articule tout, mais j'ai pas assez de précision sur comment ça va se concrétiser. Ouais, c'est ça, sur le niveau de détail. Moi non plus, hein, j'ai écrit mes grandes étapes là, pour mon plan, mais vraiment, littéralement, j'ai écrit 3 pages et je sais que déjà la deuxième moitié des grandes étapes de mon plan, elle sera plus bonne. Donc d'aller dans le détail jusqu'aux dernières scènes, en fait, je pense que ça sert pas à grand-chose parce que de toute façon, ça va bouger. Écoutez, on a déjà un bon épisode qui dure un bon bout de temps. Donc merci si vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Quel mot est-ce qu'on donne à nos auditeurs à mettre en commentaire pour nous signifier qu'ils ont écouté l'épisode jusqu'au bout? Alors moi, j'ai noté myope. Ah, t'as noté, donc t'as réfléchi. Et j'ai trouvé myope très drôle et cartographe, plus dans le thème peut-être. Ah, myope, j'aime bien parce que justement, c'est pas du tout dans le thème. C'est random. C'est un petit peu plus surprenant, ouais. Et ben voilà, écrivez un commentaire avec le mot myope si vous nous avez écouté jusqu'ici. Merci en tout cas. J'ai oublié de le dire, mais surtout n'oubliez pas de liker, de commenter l'épisode, de vous abonner avec la petite cloche pour pas nous rater les épisodes si vous êtes sur YouTube, de nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou autre. D'ailleurs, ça y est, le podcast a son petit badge 5 étoiles. Donc merci à vous qui avez mis vos petites 5 étoiles à chaque épisode, c'était cool. Et ben, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la 9e réunion du club. On discute d'écriture sans filtre. Et bonne année, a priori, puisque notre prochain épisode paraîtra en janvier. Bonne Salut! année 2023. Salut! Salut!